Y aurait-il un racisme d'État en France? En tout cas, c'est ce que pensent les organisateurs du stage dit en non-mixité raciale qui se déroule en ce moment même avec des profs sous l'égide du syndicat Sud. L'un des représentants de Sud sera avec nous. Autant vous dire que Roselyne Bachelot et également Natacha Polony risquent d'avoir 2-3 choses à lui dire. Vous réagissez, vous aussi bien sûr, sur Twitter, #RépubliqueLCI et sur la page Facebook de l'émission. La République LCI, c'est maintenant, c'est parti. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et surtout, plus que jamais, vive la République LCI avec Roselyne Bachelot. Comment ça va ce matin, Roselyne ? Bonjour Julien, Bonjour. Ça va très bien. Et mon humeur, elle est reconnaissante parce que nous célébrons, nous commémorons les 50 ans de la loi Neuwirth, votée le 19 décembre 1967. Lucien Neuwirth, c'était un ami, surtout un ami de mon père, un type absolument formidable. Un gaulliste qui a 16 ans, entend l'appel du 18 juin, qui rentre dans la résistance, il va faire une guerre exemplaire. Et une anecdote extraordinaire, il va être pris par les Allemands, il est fusillé. La balle va aller sur de la monnaie qui est dans sa poche et le cadavre d'un de ses compagnons de fusillade le protège. C'est un type extraordinaire. Il est donc élu député gaulliste en 58 et son combat pour les femmes, pour les droits des femmes, va être constant. Il va aller trouver le général de Gaulle pour autoriser la contraception de notre pays, contraception qui était interdite. Le général de Gaulle, il va lui dire « Vous avez donné le droit de vote aux femmes, donnez-leur le droit d'être les maîtresses de leur fécondité, d'être responsable de leur fécondité. » Et le général va lui répondre « Il faut que donner la vie soit un acte lucide. Lucien, continuez. » Et c'est cet homme extraordinaire qui s'est toujours battu pour les droits des femmes. Il sera aux côtés de Simone Veil lors de la loi sur l'IVG. Il va autoriser, il va être le rapporteur de la loi qui va autoriser la pilule du lendemain et qui va demander la gratuité de cette pilule du lendemain. Salut et fraternité, Lucien Neuwirth. Vous êtes un grand homme et un grand défenseur des femmes. Et quelle vie, effectivement. J'ignorais cette histoire de quand il était fusillé, c'est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, on imagine la la vie de scène. Lucien. On imagine qu'Olivia Caton est d'accord avec ce que vous venez de dire et à l'hommage que vous venez de lui rendre. Avec Roselyne Bachelot, toujours sur le droit des femmes. Bonjour à vous, Olivia Bonjour. Caton, l'une de nos républicaines du jour. Je rappelle que vous êtes journaliste, présidente également de SOS Autisme. Votre dernier livre s'appelle Identité contraire. Je Vous peux êtes dire un mot parce qu'il y a quelque chose de formidable qui est une exposition « Je suis autiste et alors ». C'est à la mairie de Paris. Paris, sur les grilles de l'hôtel de ville, au 29 rue de Rivoli, des photos de Yann Arthus Bertrand, Audrey Guyon et Nico Saliagas. Donc, je fais un petit coup de cœur. Expo à voir en ce moment. Charles Becbédé est aussi avec nous, chef d'entreprise, président d'un fonds d'investissement et aussi conseiller municipal de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Également un député, Laurent Saint-Martin, député La République En Marche du Val-de-Marne. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Natacha Polony est bien sûr aussi avec nous pour la revue de presse, parce que chaque matin, vous le savez, c'est Polony, toujours sans filtre. Et on va commencer, Natacha, par cette circulaire publiée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur l'hébergement d'urgence. Elle est au cœur des débats ce matin. Oui, et elle était dans les matinales ce matin, évidemment dans la voix de Manuel Valls, mais aussi d'Olivier Faure. Et bon, les réactions ne sont pas exactement les mêmes. On Écoutez. imagine. Aujourd'hui, le projet européen meurt, crève, aux yeux des peuples, de son absence d'efficacité. Si sur la sauvegarde de nos frontières et la gestion des migrants, l'Europe n'est pas capable d'être efficace, eh bien le projet européen perdra de son sens et mourra. Il ne s'agit pas d'empêcher l'idée de l'expulsion. Les gens qui sont en situation irrégulière doivent être reconduits à la frontière. Qu'est-ce qui se passera si, en réalité, on opère ces tris dans les centres d'hébergement ? Eh bien, ces gens-là auront peur d'y venir, resteront dans la rue, se cacheront, et on aura de grandes difficultés à traiter, y compris ces personnes-là. Et on aura peut-être des drames humains demain. Vous voyez, ça résume les positions, c'est-à-dire faut-il écouter les demandes des peuples et donc aller dans ce sens-là, ou faut-il au contraire faire entendre cette idée que les gens fuiront ces centres si on les contrôle. C'est tout le débat qu'on trouve dans les éditos ce matin. Alors l'Opinion met ce sujet en une, migrants, colons, défient les associations avec le dessin de CAC. Vous voyez, il y a Christophe Colomb d'un côté arrivant en Amérique comme un migrant et de l'autre côté il y a Gérard Collomb avec son panneau sens interdit.
Bon, rappelons quand même que la première migration en Amérique s'est très très mal passée pour le peuple autochtone, hein, tout de même. Bon, dans le Parisien aussi, on trouve surtout ce titre, le malaise de la majorité, parce que c'est une des dimensions du problème, évidemment, la question purement politique. Mais le Parisien écrit, la sélection entre les réfugiés ayant déjà leur carte de résident, ceux qui sont en attente et les déboutés encore sur notre territoire, s'apparenterait pour certains à des policiers dignes des heures les plus noires de notre histoire. On voit revenir la fameuse expression consacrée. Alors la Croix essaye d'être un peu plus nuancée. La traque des clandestins sera toujours difficile, coûteuse et finalement peu efficace. Ce qu'il faut éviter, en fait, c'est un trop grand nombre d'arrivées. Un des moyens d'en réguler le nombre est d'ouvrir des canaux légaux d'immigration dans les pays d'origine. Malheureusement, cette option n'est jamais envisagée, sauf à toute petite échelle, nous dit la Croix. Et dans La République des Pyrénées, Jean-Michel Helvig écrit « Tout gouvernant est bien placé pour savoir qu'il peut au mieux juguler, sinon dissuader, des migrations dont le caractère souvent sans retour encourage des conduites individuelles désespérées. Mais en France, où l'esprit de système est largement partagé, il est inconcevable d'admettre que la politique ne puisse être que la recherche des solutions les moins pires. Et toute la question est là, savoir où est-ce qu'on met le curseur du moins pire. Les dernières nouvelles d'Alsace s'intéressent surtout aux problèmes politiques, en nous disant qu'Emmanuel Macron s'adresse davantage aux Français qu'aux migrants. Emmanuel de gauche et Macron de droite cohabitent mieux que jamais. Et d'ailleurs, c'est le thème de l'éditorial de Guillaume Tabar dans Le Figaro. Macron joue l'opinion et embarrasse la droite. Et il semble, Natacha, que sur ce sujet-là, comme sur les autres d'ailleurs, le climat soit en train de se durcir. Mais oui, et d'ailleurs, c'est Vincent Trémollet qui l'écrit dans Le Figaro. Alors à propos, vous savez, des polémiques innombrables sur Twitter, que ce soit autour de Miss France, on en parlait hier, autour de Griezmann, autour d'Alain Finkielkraut, Twitter ou le pilori numérique. L'article est, comme toujours, très bien écrit. Il parle de la version française du name and shame au nom de la morale, parce que le sexisme et le racisme ne sont pas des opinions mais des délits, mais du coup certains s'arrogent le droit de décider ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Et alors Vincent Trémollet nous cite Tocqueville, de la démocratie en Amérique, parce que on s'y croirait. Écoutez cela: vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi, votre vie vaut bien, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Quand vous vous rapprocherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur, et ceux-là qui croient à votre innocence, ceux-là même vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. Eh oui, voilà le extraordinaire. Un des sujets qui fait courir le risque d'être cloué au pilori, ce sont évidemment, Natacha, les accusations de racisme. Et c'est le sujet dont nous allons parler ce matin. Absolument. Eh bien, il est dans Le Monde à propos donc de ces fameux stages en non-mixité, avec un débat, par exemple, cette interview de Pape Ndiaye qui dit il existe bien un racisme structurel en France, qu'il distingue du racisme d'État, et les mots là ont un sens. Bon, mais simplement, de l'autre côté, on pense que... Culturel, vous avez dit structurel, oui. C'est culturel exactement. Oui, voilà. Culturel, pardon. Et... De l'autre côté, on peut lire le magazine Causeur qui justement traite de ces questions, mais autour de la question migratoire, autour de la façon dont elle est perçue en France, avec cet article d'Elisabeth Lévy intitulé « La coulpe est pleine ». C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait en permanence ce besoin de se battre la coulpe. Il faut lire aussi d'ailleurs tout le dossier qui est intéressant, une interview de Jacques Juillard qui dit que le PS souffre d'une mauvaise conscience coloniale et que c'est sans doute ça qui empêche la gauche de penser les choses de la part d'un grand intellectuel de gauche. C'est assez intéressant. Et cette interview de Mansour Kamardine, député de Mayotte, qui dit à Mayotte, ce sont les Français qui ont peur, la situation est absolument dramatique. Il essaye d'alerter et il faut vraiment lire cet article. S'il n'y avait qu'un seul article à lire ce matin, Natacha, ce serait lequel ? Une petite chronique économie dans Le Monde, qui intitulée l'ALENA, vecteur de malbouffe. Alors, il commence cet article... Le cheval de bataille de Natacha. Et écoutez ça. L'article commence par cette description du régime alimentaire de Donald Trump. McDo, KFC, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, voilà, tout en rappelant que tout de même, il y a 40% d'obèses aux États-Unis. Visiblement, ils ont suivi le régime présidentiel. Alors, en fait, le problème vient de la dissémination dans le monde entier de ce régime-là. Et l'article précise qu'en 1994 est voté l'accord général sur les tarifs douaniers ainsi que l'accord de libre-échange nord-américain, le fameux ALENA. Eh bien, on observe au Canada et au Mexique une baisse spectaculaire des prix des aliments transformés et des investissements massifs des multinationales américaines, donc au Mexique et au Canada. Du coup, triplement
l'effondrement de l'obésité au Canada. Le Mexique est devenu le plus gros consommateur de soda au monde. Les prix ont baissé de 7% sur les 40 dernières années pour les sodas, mais ils ont augmenté de 40% pour les légumes. Et oui, ça renchérit l'agriculture traditionnelle. Et il cite également le cas des îles Samoa, qui s'étaient aperçus que leur plat traditionnel de dinde frite provoquait une obésité monstrueuse. En 2007, ils interdisent l'importation de dinde. Et puis, 5 ans plus tard, ils rentrent dans l'OMC, qui les oblige à rouvrir le droit aux importations de dinde. Et donc, ils sont redevenus obèses. Ben voilà. C'est une bonne nouvelle pour les équipes de rugby de la région qui piochent allègrement des rugbymen samoans, cela dit. Oui, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Dans un pack, être un peu gros, c'est pas mal. Exactement. Allez, on va donc revenir maintenant sur l'un des sujets que vous avez évoqués, Natacha. C'est vrai, ces stages pour enseignants qui sont organisés par le syndicat Sud Éducation 93 sur 2 jours, hier et aujourd'hui. Stage intitulé, ouvrez les guillemets, au croisement des oppressions, où en est-on de l'antiracisme à l'école? Alors, il y a 16 ateliers qui sont organisés. 2 de ces ateliers sont dits en non-mixité raciale. Autrement dit, il y a les racisés, entre guillemets, d'un côté et les blancs de l'autre. Parmi les thèmes abordés, le racisme d'État dans la société et en particulier dans l'éducation nationale, d'où cette question du jour. Y a-t-il un racisme d'État? Eh bien, pour y répondre, on va accueillir l'un des représentants du syndicat Sud, secrétaire général Sud Éducation Paris, c'est Aurélien Boudon. Bonjour à vous, merci d'être là, merci de nous rejoindre, Aurélien Boudon. Est-ce que vous avez compris, vous, l'ampleur de la réaction suscitée par ces stages? Est-ce que d'ailleurs, c'était pas un petit peu le but, faire un peu de provoque? Alors, le but, à ma connaissance, n'était pas de faire de la provocation. Alors, juste pour préciser, je suis secrétaire de la Fédération Sud Éducation et pas de Sud Éducation Paris. Je comprends qu'à partir du moment où un certain nombre de journaux ont titré de manière pour le moins raccourcie « Stage interdit aux Blancs oui. », effectivement, ça peut légitimement heurter. Sauf que, ça a été rappelé, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, puisqu'on parle d'un stage où certains temps, 2 en l'occurrence, sur 16 ateliers plus un certain nombre de plénières sont interdits aux Blancs. Sont non pas interdits aux Blancs en fait, sont une réunion entre personnes racisées. Alors racisées, de quoi on parle? On parle de personnes qui en fait ont subi ou subissent encore le racisme. Donc effectivement, on pense que pour faire des retours sur des expériences de racisme subies, la parole se libère quoi. Voilà, c'est une question de libération de la parole. Madame Bachelot revenait tout à l'heure sur l'anniversaire aujourd'hui de la loi Neuwirth. Oui. Il y a eu aussi des organisations au-delà des gaullistes, des organisations féministes qui se sont battues pour l'accès à la contraception, à l'avortement, ce qui a donné lieu à la loi Veil. On peut penser notamment au MLF. Oui. Le MLF pratiquait par exemple les réunions non mixtes entre femmes dans une optique de libération de la parole et parce que peut-être que parler de son avortement devant des hommes était moins facile que d'en parler entre femmes et qui plus est entre femmes potentiellement ayant vécu cette expérience en fait. Donc en fait, il ne s'agit pas de trier les gens en fonction de leurs origines, mais de libérer la parole, mais de leur vécu. Que pensez-vous de ce principe, Olivia Catan? Bah, écoutez, moi, j'aime pas qu'on mette des barrières et justement qu'on segmente les gens de couleur ou les gens pas de couleur. Quoi. Ça, moi, ça me dérange. Ouais. Par exemple, sur le côté féministe, au sein de Parole de Femmes dont je m'occupais avant, il y avait des hommes et des femmes parce que justement, je trouvais qu'il y en avait marre de faire ça qu'entre femmes et de parler du droit des femmes qu'entre femmes. Moi, je me sens concernée par le racisme. Alors, je trouve qu'il n'y a pas, évidemment, si on parle du racisme d'État, pour moi, il n'y a pas de racisme d'État, il n'y a pas de loi anti-apartheid, etc. Bon. Mais c'est vrai que à chaque fois que je rencontre des amis qui me racontent le mal qu'ils ont à trouver un emploi, à trouver un logement, toutes les discriminations finalement qui sont quand même mises bout à bout, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'il y a un racisme d'État. Alors, on va y venir, mais sur le principe de ces ateliers, d'abord, Charles Becbédé. Non mais, je crois qu'il y a un atelier sur le racisme d'État. Mais d'abord, comme vous venez de le rappeler, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas c'est du fantasme pur. Il n'y a pas de racisme d'État. Je vous mets au défi de trouver le moindre article dans le moindre texte de la République où il y a une discrimination à cause de la couleur de peau. Il y a même d'ailleurs de la discrimination positive, donc qui va dans l'autre sens. Donc franchement, on est dans le fantasme. Je crois qu'en revanche, cette organisation de ces ateliers est beaucoup plus insidieuse parce que, en fait, ce que vous appelez, ce que vous disiez tout à l'heure, racisme d'État, en fait, ce que vous visez, c'est plus le racisme culturel. C'est-à-dire que vous êtes comme beaucoup de personnes proches de vos idées,
pour le multiculturalisme. Vous voulez mettre toutes les cultures sur le même pied d'égalité. Eh bien non, c'est pas possible. C'est vrai. Malheureusement, c'est pas assez dit dans les textes fondamentaux de la République française, mais il n'y a pas égalité entre toutes les cultures. Il y a une culture en France et il faut la défendre, il faut la protéger. Et si ça vous fait de la peine, tant pis pour vous. Laurent Saint-Martin, vous réagirez ensuite, évidemment. Non, je trouve qu'il est toujours très dangereux de parler de racisme d'État, effectivement, puisque ça sous-entend institutionnaliser le racisme. Il est hors de question de laisser entendre cela dans notre République. C'est absolument faux. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas le moindre mot et le moindre article dans n'importe quel code qui pourrait le laisser entendre. Donc il est dommage que ça gâche un petit peu le débat, puisque finalement, dès qu'on parle de racisme d'État, ça tue le débat, puisqu'on est dans le faux, on est dans l'exagération, on est dans la caricature. En revanche, je trouve toujours un petit peu baroque et un petit peu paradoxal de dénoncer le racisme, qui est en soi une très noble cause. J'ai commencé la politique et je me suis engagé le 21 avril 2002, donc je sais de quoi je parle. Ouais. En revanche, je trouve toujours un petit peu cocasse de le dénoncer en démontrant soi-même qu'on divise et qu'on va finalement, vous dites finalement que ce n'est autorisé qu'aux non-blancs. Bon, c'est interdit aux blancs en fait. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ces réunions sont interdites aux blancs, c'est comme ça. Je trouve ça fâcheux, je trouve ça dommage. J'ai toujours pensé qu'on ne dénonçait pas efficacement les discriminations, les racismes, quels qu'ils soient, en se mettant entre victimes, entre soi. Alors, et au contraire, je pense que ouvrir et dialoguer avec tous ceux qui sont concernés est le meilleur moyen de pouvoir s'entendre et d'aboutir à des solutions. Aurélien, et surtout pas de rester entre soi. Aurélien Boudon, puis Natacha. Oui. Bon, alors on parle de fantasmes. Je pense que là, il faut sortir des questions de psychanalyse et entrer dans la vraie vie. Il n'est pas question, on n'a jamais dit qu'il y avait un État raciste. Voilà. En fait, si on inverse souvent... je un peu sur les mots quand même. Bah en fait, ça va risquer de vous poser pas mal de problèmes dans votre vie quotidienne si vous faites des inversions de mots comme ça. Nous, on n'a pas dit que la France, c'est l'Afrique du Sud. On n'a pas dit que c'est un État d'apartheid. Ouais. On n'a pas dit... tout ça, évidemment. En fait, quand on dit qu'il y a un racisme d'État, vous avez corrigé Madame Polony tout à l'heure, effectivement, c'était bien le mot structurel. Voilà, on pense qu'il y a un racisme systémique et on n'est pas les seuls à le penser. Et effectivement, il n'est pas question de dire qu'il y a des articles de loi, même si par ailleurs, je pense que ça pourrait se discuter sur un certain point de vue. Et bon, on a évoqué la manière dont on pourrait évoquer, par exemple, les accès à la fonction publique, le fait que dans l'éducation nationale, nos collègues qui n'ont pas la nationalité européenne sont contraints d'être contractuels avec tout ce que ça engendre, etc. Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des actes. Les concours sont anonymes dans la fonction publique. Oui, les concours sont anonymes, mais ils ne sont pas ouverts en fait aux personnes qui n'ont pas la nationalité européenne. Donc en fait, ils peuvent, la fonction publique n'est pas ouverte. Oui, mais Natacha, je termine quand même sur la notion de racisme d'État et je termine quand même sur la question que ça dérange personne qu'il y ait des enseignants qui ne soient pas de nationalité européenne qui travaillent. Ce qui dérange, c'est qu'ils aient le statut de fonctionnaire. Mais bon, ça, on y reviendra éventuellement. Sur le racisme d'État. Pas qualifier ça de racisme d'État. Sur le racisme d'État, ce qu'on qualifie de racisme d'État. Là, je répondais sur la question de savoir s'il y a des textes de loi racistes ou pas. Sur la question de racisme d'État, en fait, ça a été rappelé, il y a un ensemble de choses racistes qui font système. Le fait qu'il y ait des contrôles aux faciès, c'est pas Sud d'éducation qui l'invente. Non mais excusez-moi, c'est un arrêté de la Cour de cassation en 2016 qui condamne le gouvernement. Donc quand dans des sorties scolaires, scolaires à Gare du Nord, les élèves qui ne sont pas les élèves blancs de la classe, en 2 points différents en sortant du train, alors qu'ils sont encadrés par leurs enseignants, ils sont contrôlés par la police. Je veux dire, là on n'est pas dans le fantasme en fait. Là on est dans les choses qui se passent. Natacha Polony. Juste une chose, justement, vous dénoncez des pratiques qui peuvent être des pratiques discriminatoires. De même, Olivia Catan parlait des discriminations au logement, des discriminations qui sont des discriminations de la part d'individus. Mais bien sûr, même à l'emprunt, et qui sont des discriminations de la part d'individus contre d'autres individus et contre lesquels il faut lutter et qu'il faut punir. L'État n'encourage pas ces pratiques racistes. Et au contraire, il y a eu des arrêts du Conseil d'État, donc toute la question est de savoir comment on mesure ensuite le travail de la police. Mais dire que c'est un racisme d'État implique l'idée qu'il y aurait une culpabilité générale, non seulement de l'État, mais de la République, et finalement des citoyens de cette République. Et c'est là où ça devient gênant. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui distingue entre les citoyens eux-mêmes et qui, au nom de la lutte contre le racisme, détruit toute possibilité d'universalisme. Avec ce que ça a de plus sordide, c'est-à-dire à partir de quand vous mesurez la couleur de peau pour savoir qui est racisé et qui ne l'est pas, qui peut se considérer comme victime de discrimination et qui est justement du côté des dominants. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est la vision qu'il y a derrière, qui est une vision selon laquelle il y aurait des dominants et des dominés. Les dominants sont toujours les mêmes, ce sont les blancs racistes qui sont de culture française. Les dominés seraient toujours
des victimes et ce seraient toujours les mêmes. Hélas, l'humanité est complexe. Et on a vu un racisme contre les personnes d'origine asiatique de la part de gens qui n'étaient pas forcément des blancs dominants. Donc le racisme est hélas la chose du monde la plus universellement partagée. Et donc je pense que désigner systématiquement les coupables et les bourreaux me semble extrêmement malsain. Ce qu'il y a d'ennuyeux aussi, c'est que le débat risque de faire oublier quelque chose que vous soulignez, où effectivement il y a des comportements racistes dans notre société. Les chiffres sont évidents. Vous avez parlé des contrôles aux faciès. Il y a des études de grande ampleur qui ont été faites. On voit bien que un jeune ayant l'apparence noire ou maghrébine, ces personnes ont été contrôlées au faciès à 80%, alors que dans le reste de la population, la moyenne est de 16%. Ça, ces discriminations, elles existent et il ne s'agit pas de les nier. C'est 20 fois plus d'après le contrôleur des droits. Voilà, la France a été condamnée. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a pointé dans une étude très importante c'est ce qu'on voit là. Ces jeunes-là ont davantage la possibilité d'être tutoyés ou brutalisés quand ils sont en rapport avec les policiers ou avec le reste de l'administration. Et ça, c'est des choses contre lesquelles, évidemment, il faut lutter. Alors, ce qu'il y a, et Natacha, vous le disiez à l'instant, ce qu'il y a, évidemment, c'est la relégation de certains groupes humains dans des comportements racistes. Il y a d'un côté les Blancs, vous parlez dans vos séminaires, dans vos ateliers de blanchité. Le blanc est chargé de tous les défauts du monde, il est raciste. C'est lui qui est raciste et les autres n'ont pas de comportement raciste. Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas dans vos ateliers un atelier sur la montée de l'antisémitisme dans certains quartiers populaires? C'est quand même quelque chose qui est visible et qui a été là aussi étudié de façon très importante. Donc cette assignation à résidence des bourreaux et des victimes, ça vraiment, c'est pas supportable. La réponse d'Aurélien Baudon, puis ensuite Olivier Caton et Laurence. Alors déjà, là on a un certain nombre d'arguments qu'on a régulièrement l'occasion d'entendre. Bah oui. Déjà l'inversement. C'est pas pour ça que ça les invalide. Au contraire, presque. Je voudrais presque, sur un certain nombre de choses que j'ai entendues, on aimerait parfois être un peu surpris parce que il y a quand même un certain nombre d'arguments qui sont vraiment faciles et qui sont répétés à outrance. Et j'ose espérer que sur les questions mais à partir de quel taux de mélanine on juge si la peau est assez foncée, etc. J'ose espérer que c'est de la mauvaise foi parce que pourquoi donc du coup ça veut dire qu'on ne comprend pas quel est le principe en fait des ateliers non mixtes. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas quelqu'un à l'entrée qui fait physionomiste. C'est-à-dire est-ce que les personnes qui y assistent se sentent discriminées, ont été victimes de discrimination dans leur vie, ont quelque chose à raconter dans un atelier qui s'appelle Retour d'expérience sur des discriminations racistes. Voilà. Oui, mais justement, il peut y avoir des... Pardon, il peut y avoir des gens... Madame Peloni, je voulais juste... vous avez dit un certain nombre de choses qui auraient pu me faire réagir. D'accord. Notamment sur... C'est très politique, mais... Sur la question de la culpabilité. Là est aberrant. Vous avez le droit de le penser. Oui. Sur la question de la culpabilité, ce qui est revenu dans plusieurs interventions. Effectivement, dès qu'on a y compris des personnes qui s'organisent, encore une fois, sur des moments courts, puisque ce n'est pas un modèle d'organisation et encore moins un choix de société. Ouais. La non-mixité, vous parliez des choix d'organisation, et Sud Éducation est en l'occurrence une organisation mixte sur tous les plans, sauf par contre, comme c'est un syndicat, avec les personnels de direction. Sur la question de la culpabilité. En fait, la question n'est pas la culpabilité individuelle des gens. C'est la question... La culpabilité collective, quoi, du système. C'est pas une question de culpabilité, en fait. C'est pas une question de culpabilité. Ouais. On nous dit qu'on assigne les gens. En fait, c'est pas le syndicat, en permettant à des gens qui sont déjà victimes de discrimination, qui les assignent à quelque chose. C'est des personnes qui sont déjà assignées à quelque chose et qui se réunissent pour en parler. Donc là, il y a une petite inversion. Il y a personne qui exclut. En fait, vous ne rassemblez pas, vous excluez. En fait, vous faites cela. Je suis passé hier à ce stage. Moi, j'ai pas vu des gens. Mais il est présenté comme tel, reconnaissez-le. Il est présenté comme excluant. Il y a 2 moments sur 2 jours entiers où des personnes vont se réunir pour parler d'expériences qu'ils ont
qu'ils et elles ont en commun. Olivia Catan. Sur d'autres personnes, n'auraient pas autant de choses à dire sur ces choses-là. Voilà, c'est une question aussi mais de, ça, c'est pas vrai, par exemple. de cadre de prise de parole. Ça, c'est pas vrai. On a tous été victimes de discrimination à un moment donné. Moi, je suis de confession juive. D'ailleurs, je m'appelle Olivia. Un jour, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est que j'appelle pour avoir un petit boulot. Olivia, il y a beaucoup de jeunes filles noires qui s'appellent Olivia. Oui. Et on me dit, j'espère que vous n'êtes pas noire parce que la marque n'en veut pas. Bon, alors par exemple, une expérience comme ça, moi je l'ai vécue, je ne suis pas noire, et pourtant, là, je pouvais être discriminée. En tant que juive, j'ai été discriminée. En tant que le fait d'avoir un enfant handicapé, voilà, avoir un enfant handicapé aujourd'hui en France, ça aussi, on est discriminé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que tous les préjugés, quand même, sont érigés en principe dans notre République. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de racisme d'État, mais ces préjugés érigés en principe font que on a l'impression, quand on vit au quotidien, qu'on est quand même discriminé à un moment donné de sa vie. Et quand c'est vrai qu'on ajoute ça à l'emploi, à l'emprunt, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se mettre aussi à la place des gens. On a l'impression que l'État ne nous aime pas. Et c'est pareil pour le handicap, c'est pareil pour les femmes. Au bout d'un moment, on a l'impression, en effet, d'être seul au monde face à l'État. Ce qui est faux, en effet, parce que les lois de la République nous protègent, peut-être d'ailleurs nous surprotègent en nous montrant peut-être comme des victimes. Ça, c'est possible aussi. Je pense qu'il y a ça. Mais c'est vrai que quand même, de façon générale, on peut dire qu'il y a les corps constitués, il y a quand même une espèce de caste très masculine, qui est plutôt blanche. Donc ça, il faut lutter et faire avancer. Mais là, peut-être, l'argumentation d'Aurélien Boudon est recevable, non pas sur le racisme d'État, qui est un terme évidemment insupportable, ou de l'État raciste, mais c'est de considérer que devant des comportements racistes, je pense en particulier à des comportements de policiers, on est quand même frappé par une sorte, pas de bienveillance, mais d'indulgence qui ne devrait pas être de mise dans ce... Oui, mais sur les contrôles aux faciès, quand même, j'aimerais dire une chose, parce que ça suffit. D'abord, dans la police nationale, il y a énormément de personnes de couleur, etc. Donc, c'est insultant, là, ce qui est en train de se dire. Et ce n'est pas exact. C'est pas parce que Jacques Toubon l'a dit que c'est exact. Il ne faut pas préjuger d'intention raciste de la police. Non, mais c'est dingue. Si des personnes de couleur sont plus interpellées que d'autres, si des personnes de couleur sont plus interpellées que d'autres, c'est peut-être pas à cause de leur couleur de peau. Donc c'est peut-être parce qu'elles commettent des incivilités et qu'elles sont à l'origine de délinquance. Mais évidemment, je suis désolé, mais évidemment ouvrez les yeux sur ce qui se passe dans le métro, le RER et dans les quartiers. Et n'allez pas nous dire non plus qu'il n'y a pas de délit de faciès. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un délit de faciès. Parce que je connais les forces de sécurité et ce ne sont pas des racistes. Non, mais voyez, ce qui est terrible dans ce débat-là, c'est que finalement, on passe à côté de l'essentiel, qui est finalement où sont les vrais maux de la société quand il y a du délit de faciès, où il y a des abus, et il y a du racisme en France. Évidemment qu'il y a du racisme en France. C'est pas un hasard si Marine Le Pen fait autant à une élection présidentielle. Qu'on ne me dise pas que c'est que de la colère populaire. Il y a évidemment aussi une partie de racisme qui existe et qui est ancrée en France. Ce que je ne comprends pas, moi, par rapport à votre argumentation, monsieur, c'est où est-ce que vous voulez en venir au final quand vous faites ça ? Si je reviens à la première question, est-ce que c'est pas un peu de la provoque ? Si c'est de la provoque, c'est réussi. Mais je vais vous dire à quoi il veut en venir. Non, attendez, je pose la question. Je sais très bien ce qu'il a en tête. Je comprends vous savez tout, j'ai l'impression. Vous savez qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès. Je vous connais. Je sais très bien d'où vous êtes et je sais très bien ce que c'est que Sud. J'aimerais juste savoir quelle est la finalité réellement pour votre organisation à faire cela. Parce que je ne peux pas croire dans votre discours que c'est en excluant une certaine catégorie de personnes que vous allez réussir, effectivement, à résoudre certaines problématiques de la discrimination. Et à faire avancer la cause qui est la vôtre. Non, mais ça me fait penser... Moi, je me souviens juste d'une chose, en tant que parlementaire, c'est à l'Assemblée nationale, quand Jean-Michel Blanquer a dit devant toute la représentation nationale qu'il allait porter plainte... On va l'entendre. Après cette histoire, il y a tout l'hémicycle, jusqu'à l'extrême gauche, qui s'est levé et qui a applaudi. Eh bien, on va le vivre ce moment, justement. Okay. Allez, Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme, alors qu'en fait, ils véhiculent évidemment un racisme. C'est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93. Je regrette que le syndicat national ne se soit pas désolidarisé. Je porterai ces faits à la connaissance du procureur de la République pour qu'il donne les suites nécessaires. Je pense que nous devons avoir l'unanimité de la représentation nationale contre cette vision de l'homme. Merci. Monsieur le ministre.
On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique. Alors, il faut bien souligner que le ministre a porté plainte, si je ne me trompe, au titre de l'article 40 du Code civil, qui est un article qui concerne les fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas seulement les idées qu'on peut combattre, on peut en débattre de cette idée de faire des ateliers en non-mixité, on peut ne pas être d'accord sur l'interprétation, voilà. Sauf que là, vous êtes un syndicat éducation, donc un syndicat qui concerne des enseignants. Quand il y a eu un festival qui était un festival privé qui a organisé des ateliers en non-mixité dans des bâtiments privés, ça les regardait. On peut être choqué, on peut combattre idéologiquement, mais ça les regardait. Là, que des enseignants choisissent cette position-là pose un problème spécifique. Et que des enseignants expliquent qu'il existerait un racisme d'État et critiquent donc l'institution qu'ils sont censés représenter ouvertement et de cette façon pose un problème tout à fait différent. Et qui est un problème qui vient du fait aussi qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des élèves à qui ils envoient un message en faisant ça. Or, le message qu'on leur envoie, c'est de leur dire « vous êtes quoi qu'il arrive des victimes ». Et si vous ne vous en sortez pas, c'est parce que vous êtes victime de discrimination. Alors, je pense que nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, qui échoue à apprendre à lire, à écrire, à compter, en particulier aux enfants les plus défavorisés. Et hélas, les enfants les plus défavorisés sont très souvent des enfants issus de l'immigration. Donc ce sont eux qui payent. Je préférerais qu'on réfléchisse à ça plutôt que de leur mettre dans la tête que c'est une question de racisme. Parce que ce n'est pas une question de racisme, c'est une question d'organisation de l'institution, c'est une question de façon dont on enseigne, c'est une question de méthode. Mais ce n'est pas une question de loi raciale en France. Donc il faut leur envoyer un message qui est qu'à titre individuel, ils doivent s'en sortir malgré toutes les difficultés. Et ensuite, à titre collectif, nous devons réfléchir à la façon de traiter les problèmes et même les problèmes de discrimination. Mais là, je pense que ça les plombe. Je vais répondre aux deux dernières questions. Je pense qu'elles sont liées. Sur la question où est-ce que le syndicat Sud-Éducation 93 voulait en venir, je pense qu'il voulait juste en venir à permettre à des gens qui sont confrontés à ces problèmes-là dans leur pratique professionnelle, d'en débattre. Voilà. Sur la question... Qu'est-ce qu'on gagne à exclure, hein, vous ne répondez pas à ma question. En fait, je crois que j'ai déjà répondu plusieurs fois sur la question de l'exclusion, donc en fait, là, on risque de tourner un peu juste se retrouver entre soi pour libérer la parole. Je vous ai déjà expliqué que c'était pas se retrouver entre soi. Voilà, encore une fois, j'y suis passé hier. Les gens étaient dans 95% des temps. Et sur la ensemble. culpabilisation du donc, système, priori, dont parle Natacha. On n'était pas dans de la division. Sur la question du rapport aux élèves, etc. C'est quand même étonnant parce qu'on a un certain nombre de discours déclinistes sur l'éducation dont vous faites. C'est quoi des discours déclinistes ? Le relais sur les élèves qui seraient. Ah, donc l'école française n'est pas inégalitaire. De plus en plus mauvaise, etc. C'est pas la question. Bien sûr que l'école française elle est inégalitaire. Donc c'est pas décliniste de le dire. On pourra en parler. Je termine juste de vous répondre pour. Oui, non, mais ne dites pas n'importe quoi non plus parce que décliniste ne veut rien dire. Ça se comprendre puisque j'ai l'impression que vous êtes quand même attaché à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on débat ici. La plupart des élèves, en fait, ça m'étonnerait qu'ils soient au courant des stages de formation organisés par des syndicats départementaux de l'éducation nationale. Je pense que le principal problème, c'est les profs. Excusez-moi, mais en fait, pourquoi ce stage, on en parle autant ? Il me semble que c'est parce que, dans un premier temps, le site, le vaisseau amiral de la fachosphère sur Internet l'a mis en une site Internet. Donc c'est la faute des fachos. Et que un jour, non pas Causeur, monsieur, mais je vois que vous pensez que Causeur fait partie de la fachosphère. Mais parlez non, mais peu importe. Je parle de ce qu'on vient. Non, mais le débat, il existe. Le débat, il est intéressant. Je vous parle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui, dès le lundi matin, moins de 24 heures après la mise en ligne sur ce site d'extrême droite... il a été alerté par le Printemps républicain. Écoutez, on peut critiquer le Printemps républicain, moi je suis d'accord. Qui aura la primeur d'avoir le ministre de alerté l'Éducation nationale, mais le ministre de l'Éducation nationale ne fait pas partie de la fachosphère, vous êtes d'accord ? Non, il ne fait pas partie de la fachosphère. Par contre, je pense que le fait qu'il commente le contenu de stages syndicaux devant la représentation nationale en annonçant porter plainte, c'est peut-être ça qui donne de l'écho et qui pourrait générer des inquiétudes sur les élèves. Là, on parle d'un stage de formation syndicale. C'est-à-dire on parle de syndicalistes qui, par ailleurs, ne sont pas tous enseignants puisqu'on est un syndicat des travailleurs
travailleurs et travailleuses de l'éducation, et il n'y a pas que des enseignants. Oui, mais enfin, il y a des enseignants, et moi, il y a c'est des ça qui me enseignants, pose problème. effectivement. Il y a des enseignants qui discutent, effectivement, des enseignants qui, en l'occurrence, travaillent dans le 93 et qui, donc, sont confrontés, vous avez parlé d'une école inégalitaire, qui sont confrontés aux discriminations de toutes sortes dans leur pratique professionnelle. Quand je dis de toutes sortes, c'est dans le champ de l'éducation, bien sûr, avec le nombre de jours de classe perdus à cause des non-remplacements ou des postes non pourvus par un élève de Seine-Saint-Denis dans sa scolarité. Parce qu'il y a des élèves. Parce que c'est une discrimination. Ça, c'est de la discrimination. Raciale, ça, c'est de la discrimination territoriale. Mais oui, ce stage, c'est honteux et il faut le combattre, mais ça n'a rien à voir avec la discrimination raciale. Vous l'avez rappelé, il s'appelle au croisement des oppressions, ce stage. Et quand il y a des élèves qui vivent dans des logements insalubres, quand il y a des élèves qui vivent à l'hôtel, tout ça, c'est des questions aussi que les enseignants ils interrogent. Vous n'assumez pas. Qu'est-ce que je n'assume pas? Vous n'assumez pas ce problème, lorsque là, vous essayez de partir sur d'autres sujets, sur l'éducation de manière plus générale. Vous n'assumez pas le croisement des oppressions, de ce stage et la forme de ce stage. Là, vous êtes en train de... Mais assumez ce que vous faites. Assumez ce que vous faites. Allez, quand vous faites un programme comme cela, vous n'assumez pas. C'est ça qui est... Moi, je vous explique ce que fait l'éducation 93. Après, je ne vais pas assumer comment vous percevez ces choses-là de manière pour le coup fantasmée. C'est dommage, je suis déçu. Il y a sans doute, vraisemblablement, en tout cas ce sont les chiffres qu'ils disent, de la discrimination, les contrôles aux faciès. On a donné quelques chiffres tout à l'heure, même si Charles Bébédé n'est pas tout à fait d'accord, mais sur les embauches, il y a un test qui a été réalisé l'année dernière, les résultats ont été publiés par la DARES. Alors le principe c'est simple, c'est d'envoyer des candidatures et puis de mesurer le taux de réponse positive. On envoie des candidatures équivalentes et à chaque fois le nom change. Vous voyez, candidature entre guillemets hexagonale, on fait attention avec les mots. Exactement, et candidature maghrébine. Alors voilà, taux de réponse positif 47%, et candidature maghrébine, on est à 36%. Et ce qui est intéressant de relever, c'est qu'une quarantaine d'entreprises ont été relevées, et que l'étude dit la majorité des entreprises, il n'y a pas de différence. Simplement sur quelques entreprises, une douzaine sur ces 40. Là, en revanche, il y a des différences assez marquées, ce qui tendrait à faire penser, Olivia Catan, que le combat se mène entre guillemets entreprise par entreprise, quoi. Il y a des entreprises qui sont très mauvais élèves. Oui, il y a des entreprises qui sont sûrement mauvais élèves. Il y a des banques aussi qui sont très mauvais élèves. Moi, je connais un monsieur qui a, par exemple, monté sa boîte et qui a dû prendre un collaborateur blanc pour qu'il aille négocier des crédits parce qu'aucune banque ne voulait lui en accorder. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Donc, oui, bien sûr, sur l'école, je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur parce que, sincèrement, l'école, je ne trouve pas qu'elle soit discriminatoire, en tout cas raciste. Je ne la trouve pas raciste. Par contre, qu'il y ait 20% d'enfants autistes qui aient le droit d'aller à l'école seulement, là, OK, on peut parler de discrimination. Mais sincèrement, sur le racisme... voilà, ils ont quand même accès à l'école, ils ont accès à des aides, à des cours du soir, etc. Ce qui n'est pas le cas des enfants en situation de handicap. Donc là, OK, moi je veux bien parler de discrimination là-dessus. Sur la discrimination à l'embauche, Charles Beigbeder, c'est une réalité ou pas? D'abord, ces chiffres sont quand même... l'écart est modéré. 47 Parce que c'est une moyenne, encore une fois. Mais... Heureusement que ce n'est pas 80-20, OK voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes... dans une douzaine de ces 40 entreprises testées, c'est 75-25. Mais quel dommage, parce que franchement, pour qu'une entreprise se développe, on a besoin de diversité, on a besoin de différents profils, de toute origine, et c'est ça qui fait la richesse d'une entreprise. Il faut faire de la pédagogie, de la formation, répéter cela, faire passer le message. Mais je trouve que les chiffres ne sont pas si mauvais que cela. Est-ce qu'il faut mettre plus de pression sur les entreprises, Laurent Saint-Martin? Je crois d'abord qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Moi, je suis plutôt favorable maintenant, j'ai un petit peu évolué là-dessus, sur le name and shame, effectivement, à démontrer les pratiques de racisme vraiment qui sont faciles à dénoncer, à démontrer, et qui sont en fait assez efficaces, il faut le reconnaître. C'est vrai sur le racisme couleur de peau, c'est vrai sur le sexisme, c'est vrai sur l'homophobie, c'est vrai sur un certain nombre de discriminations. Vous vous dites ça marche? Je crois que c'est assez efficace, effectivement, et que ça fait évoluer les mentalités. Balance ton raciste. Non, mais il y a... Une entreprise cotée en bourse, c'est radical. Je connais le revers de ça. On peut tomber dans une délation parfois assez dangereuse, c'est vrai, donc à chacun aussi de connaître bien les barrières et les frontières dans les comportements. Mais ce que vous dites là, il y a toujours un bandeau là, sur l'émission qui s'appelle Racisme d'État. On est très loin du racisme d'État. Là, on est quand même dans le comportement individuel ou dans le comportement managérial, là, quand on parle des entreprises. Il faut faire très attention là-dessus. Je crois que l'État et la République française, là-dessus, non seulement... Il n'y a pas de racisme d'État, on en a déjà parlé, mais en plus a déjà agi par le passé de manière assez volontariste et assez exemplaire là-dessus. On peut toujours aller plus loin. Maintenant, est-ce que c'est par la norme, par la loi, toujours par la réglementation que ça se produit? Je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Voilà. Mais l'expression racisme d'État, elle reste tout simplement parce que si j'ai bien compris le propos notamment de Sud, c'est de dire qu'il y aurait un racisme, institutionnel d'une façon générale qui comprendrait donc les structures publiques, mais aussi le monde de l'entreprise, etc., etc. C'est ça que vous voulez dire quand vous parlez de racisme d'État? C'est généralisé, quoi, en fait. C'est systémique. C'est ça, voilà.
y compris les questions de discrimination à l'école, etc. Il ne s'agit pas de dire que l'école est une institution qui est organisée de manière raciste. Voilà, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas d'intentionnalité. Il n'y a pas d'intentionnalité, mais y compris des fois. Au début, à peu près la rentrée scolaire, il y a un large collectif d'organisations syndicales, associatives, la FCPE, le SGNCFDT, etc. Bon, Sud Éducation était signataire d'un courrier au ministre sur la question de la scolarisation des migrants. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un problème où, ne serait-ce que faire appliquer la loi. Alors effectivement, il n'y a pas forcément toujours des lois qui sont racistes, mais des fois, l'application même de la loi pour permettre à des enfants migrants d'être scolarisés, d'être acceptés dans les écoles, avec y compris des fois des maires, y compris des fois des maires qui donnent des consignes dans leur ville pour les refuser. Voilà. Donc en fait, on est sur des choses qui existent et qui sont réelles. Sur la question de la scolarisation des enfants migrants, tout n'est pas fait. Il y a des endroits où ça ne marche pas, mais globalement, la France est un pays où, au moins, on peut scolariser les enfants. Le reste, sur la politique migratoire, on peut en débattre. Mais on peut scolariser des enfants et la France accepte dans les classes et met en place des cours de français langue étrangère avec des professeurs qui se donnent un mal de chien. Donc, expliquer là aussi que ce serait structurel et systémique pose problème. Parce qu'en fait, derrière ce mot systémique, ce que vous désignez, ce ne sont pas des faits. Puisqu'on voit bien, d'ailleurs, dans toutes les interviews de militants et tout, les deux exemples qui ressortent systématiquement pour dire il y a un racisme systémique, c'est le contrôle aux faciès et l'orientation des jeunes issus de l'immigration vers des filières courtes. Ce qui, là aussi, est extrêmement biaisé parce qu'il y a des questions sociales, il y a des questions qui mélangent les différentes problématiques et donc la question de l'orientation vers des filières courtes... Quand vous dites qu'ils mélangent les différentes problématiques, vous voudrez dire qu'il y a un croisement entre différentes oppressions ? Non, j'appelle pas ça croisement entre différentes oppressions. J'appelle ça problématique complexe, en particulier quand il s'agit de voir comment on peut faire en sorte de revaloriser des filières courtes qui permettront une réussite bien plus grande que d'aller s'enquister dans des filières longues. Mais c'est pas ça mon propos. C'est que derrière tout ça, en fait, ce qu'il y a, c'est un discours contre la culture républicaine française, contre l'histoire française. Et la preuve, c'est que dans votre stage, il n'y a pas seulement des ateliers en non-mixité, des récits d'expérience, il y a aussi une réflexion sur le récit colonial et post-colonial français. Donc c'est une vision de l'histoire de France qui consiste à dire qu'en gros, l'histoire de France serait oppressive et raciste, et qu'il faudrait réviser le fameux récit national que vous citez dans vos textes, parce qu'il véhiculerait une vision raciste. Et là, je suis navrée, mais je ne suis absolument pas d'accord. On a fait des progrès énormes, d'ailleurs, sur la capacité dans les programmes scolaires à parler de toute l'histoire, avec ses noirceurs et avec ses grandeurs, mais le côté, intrinsèquement raciste du récit national français, c'est pas du tout la même chose que de dénoncer des faits de racisme précis. Aurélien Boudon, pour conclure la réponse. Alors déjà, je ne pense pas qu'on enseigne, même si certains aimeraient bien, à l'heure actuelle, dans les programmes d'histoire, le roman national. Récit national, c'est pas pareil. Roman national, récit national. Excusez-moi, en fait, vous m'avez perdu. Non, mais vous étiez sur. Vous reproche, c'est un côté systémique de votre raisonnement aussi, quoi. Voilà. D'accord. Mais je pense que de plaquer une idéologie sur ces thématiques-là. Il y a eu un peu plus d'exemples qui ont été donnés. Je pense que pendant les ateliers, sûrement que d'autres ont surgi. Voilà. Quand même, vraiment, pour revenir sur cette question d'exclusion, parce que je crois qu'il y a un exemple qui est assez parlant, ce serait d'imaginer, sur un de ces ateliers de retour d'expérience sur le racisme, une personne qui aurait subi des contrôles aux faciès. Et vous avez dans le même atelier M. Becbéder qui dit que ça n'existe pas, les contrôles aux faciès. C'est sûrement que vous avez quelque chose à vous reprocher. J'ai un bon ami policier qui, lui, n'est pas raciste, etc. En fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un intérêt à ce qu'il y ait uniquement des personnes qui aient vécu ces expériences, de manière à ce qu'il n'y ait pas de remise en cause systématique de leurs paroles. Parce que dans le stage Sud Éducation, il va y avoir des gens comme Charles Becbéder. Franchement. On en doute un petit peu, effectivement. Allez, merci beaucoup Aurélien Boudon, en tout cas, pour être venu répondre sur ces stages qui font tellement polémique. Restez encore avec nous quelques secondes quand même. La République LCI revient juste après le journal. Il y a plein d'autres débats dans l'actualité passionnants. À tout de suite. Oui, je présente à gauche. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France.
Et vive la République LCI plus que jamais avec Roselyne Bachelot et avec nos républicains du jour. Nos républicains du jour, Olivia Catan, journaliste, écrivain, président de l'association SOS Autisme. Et j'en profite pour rappeler cette exposition « Je suis autiste et alors » sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris avec des images formidables, Olivia Catan. Et puis Laurent Saint-Martin, député La République En Marche du Val-de-Marne. Et également avec nous Charles Becbédé, chef d'entreprise et aussi conseiller municipal de Paris. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez entendu sans doute hier cette annonce de la ministre de la Justice sur la lutte contre le terrorisme, une annonce qui intervient dans un contexte un petit peu particulier, un contexte au cours duquel on se demande si la politique sécuritaire du président Macron ne serait pas en train de pencher un peu à droite, comme on l'avait dit déjà pour sa politique économique. Penchons-nous d'abord sur cette annonce sur la lutte antiterroriste avec la création d'un parquet national antiterroriste. La garde des Sceaux a justifié cette décision qui est contestée dans le monde de la justice. C'était ce matin sur France 2, on l'écoute. Face à la montée de la menace terroriste, à sa présence permanente, il nous a semblé important que le parquet de Paris puisse d'une part s'occuper des affaires territoriales et que d'autre part, comme tout parquet, et que d'autre part, il y ait un parquet national qui soit centralisé et, je dirais, focalisé principalement sur le terrorisme, même si d'autres compétences peuvent lui être adjointes. Alors. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi la création d'un parquet national antiterroriste est une idée de droite. Là, il y a un mystère que j'ai du mal à m'expliquer. Qu'on puisse contester la faisabilité, enfin l'opportunité de créer une telle structure, ça c'est un vrai débat. Mais pourquoi est-ce que c'est une idée de droite Non, c'est Martin qui s'y connaît en droite et en même temps en gauche. J'irai même plus loin que vous. La République En Marche. J'irai même plus loin que vous. C'est pourquoi s'efforce-t-on encore de devoir définir une politique publique comme étant de droite ou de gauche systématiquement. C'est plus ou moins sécuritaire. Est-ce que c'est la première réponse? Mais non, mais ça, ce sont des vieux codes. La question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que le pays en a besoin? Est-ce que la menace terroriste a évolué depuis 2012 ou pas? La réponse est oui. Il y a eu deux fois plus de dossiers à traiter par les cellules antiterroristes. Donc oui, il y a besoin de repenser effectivement la justice par rapport à cette nouvelle menace. C'est du pragmatisme, c'est de l'efficacité qui est recherchée. Je comprends qu'il y ait besoin d'en discuter avec les professionnels de la justice et que ça ne se fasse pas comme ça. Mais évidemment qu'il faut repenser le fonctionnement de la justice par rapport à une menace, et notamment dans l'application des peines, qui est un sujet extrêmement important, sur un sujet très très sensible de la menace terroriste. On l'a vu sur le procès d'Abdelkader Merad notamment. Olivier Catan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, la justice, c'est de plus en plus complexe. Et surtout, en matière de terrorisme, il faut quand même que les juges soient formés. Moi, j'étais même, pour faire ça, par rapport aux violences faites aux femmes, j'étais pour une justice à part, avec des juges formés, etc., spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être formé. On ne peut pas confier à un juge qui juge de crimes, de faits divers. Déjà, des juges antiterroristes qui sont spécialisés sur ces questions. Ils sont très bons. Il faut désengorger aussi un peu la justice. Je pense que, par exemple, même pour lutter contre la radicalisation dans les prisons, ça peut servir pour indemniser aussi les victimes plus rapidement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire de créer ça, et en effet c'est pas une mesure de droite, c'est une mesure nécessaire. Charles Becbédé. Peut-être que pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une mesure un peu de droite? Parce que si on se rappelle un peu l'histoire, c'est François Mitterrand, lorsqu'il est élu président de la République, qui va supprimer la Cour de sûreté de l'État, qui a été créée il y a rien à de la Ve République. Donc bon, maintenant c'est une mesure de bon sens, parce qu'en effet, les juges antiterroristes existent, ils sont réunis en cour d'assises spéciale lorsque on juge d'actes terroristes. Simplement après, ils retournent dans leur juridiction, et donc on perd un peu d'expérience. Donc là, il y aurait, comme pour le parquet national financier, un parquet spécialisé. C'est toujours bon d'être un peu spécialisé. C'est bien pour les juges des libertés, c'est bien pour les victimes, aussi la lutte contre la radicalisation. Et justement, le parquet national financier est un bon exemple là-dessus, juste pour dire que ça fonctionne par rapport à ça. Vous êtes visiblement d'accord là-dessus, sauf que figurez-vous que dans les milieux judiciaires, chez les magistrats, c'est pas forcément le même son de cloche qu'on entend. Virginie Duval, par exemple, est avec nous, qui est présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas fan de cette annonce. Pourquoi ça vous semble être une fausse bonne idée? Oui, je suis désolée, mais j'ai tout ce que j'ai entendu, le débat que vous venez d'avoir, et je n'ai entendu que des choses qui sont fausses. On est opposés, l'ensemble des professionnels sont opposés à cette fausse bonne idée, parce que finalement, ça ne changerait pas grand-chose de ce qui a été évoqué là précédemment, et au contraire, ça désorganiserait le parquet antiterroriste.
Je m'explique. Le parquet antiterroriste actuellement, il est au sein d'un plus grand parquet. C'est une section particulière qui peut être renforcée par d'autres sections si nécessaire. Et donc, on l'a déjà vu pour les attentats de masse, il y a une souplesse et une réactivité qui sont indéniables. Et si on fait un parquet cloisonné, distinct, eh bien, on n'aura plus cette souplesse d'organisation et on n'aura plus que des effectifs contraints. Ça, c'est sur le parquet. On évoquait ensuite la question des juridictions de jugement. Les juridictions de jugement, c'est pas en changeant un parquet qu'elles seront renforcées. Le juge d'application des peines, il restera le même. Il faut, comme ça a été dit là précédemment, il faut axer sur l'application des peines et ensuite et aussi la détection de la radicalisation. Mais c'est pas le parquet antiterroriste qui va modifier ça. Quant aux cours d'assises, les magistrats des cours d'assises, effectivement, ce sont des magistrats de cours d'assises spéciales. Qu'il y ait un parquet antiterroriste ou pas, les magistrats des cours d'assises retourneront ensuite à leurs autres affaires parce que c'est le fonctionnement interne d'une juridiction. On peut être spécialisé dans le traitement des affaires, mais aussi de ces affaires de terrorisme, mais aussi avoir d'autres affaires. Et enfin, je voudrais quand même préciser que les magistrats sont formés au terrorisme. Virginie Duval, Nicole Belloubet, particulières. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait cette annonce. C'est donc que vous n'avez pas été consulté sur cette affaire ? Ah non, alors non seulement on n'a pas été consulté, et puis surtout personne ne l'a vu venir, pour être tout à fait honnête. Les professionnels qui auraient pu être avisés avant, et même ceux des directions qui vont être amenés à mettre en place ce parquet antiterroriste n'étaient pas au courant. Donc c'est une annonce surprise que personne ne souhaitait même. Est-ce que vous pensez que c'est une annonce politique, au fond, pour envoyer un message et dire je suis, dans la bouche d'Emmanuel Macron, je suis un président qui se bat pour la sécurité? Surtout que cette affaire n'était pas dans le programme du président de la République. Alors c'est forcément une annonce politique, mais qui est difficilement compréhensible. Si on veut renforcer la lutte contre le terrorisme, et c'est une nécessité, il faut renforcer les juridictions de jugement, comme vous le disiez. Il faut permettre au tribunal de Paris d'assumer la charge et les dossiers qui vont arriver. Mais le parquet antiterroriste, là, il fonctionne tout à fait correctement comme il le doit actuellement. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de modifier. Et puis il faut surtout axer sur la concertation, la coopération avec les autres services des autres ministères. Là, la justice, elle ne traite pas le terrorisme toute seule. Il y a aussi l'intérieur, les autres ministères, le TRACFIN, c'est-à-dire Bercy. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais pas de changer le parquet antiterroriste. Merci beaucoup Virginie Duval. Laurence Saint-Martin, là, elle dit des choses à la fois sur le fond et sur la forme, la représentante de l'Union des syndicales des magistrats. D'abord sur l'absence de concertation, faire une annonce aussi importante sans avoir concerté au préalable les syndicats de magistrats, même pour ne pas être d'accord avec eux, ça paraît quand même curieux. Et ensuite, elle a des arguments assez forts sur l'efficacité. Sur la forme, concertation, il doit y avoir. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de ce quinquennat-là. On l'a vu sur les ordonnances. Eh bien, il faudra de la concertation, évidemment. C'est la concertation a posteriori. On fait d'abord l'annonce et après on concerte. Ou pendant. Bizarre quand même. Ouais, c'est le style pas forcément. Ah non, le style Emmanuel Macron, je suis désolé, c'est de concerter en amont. Mais maintenant, mais la concertation, elle aura lieu dans ce cas-là. Sur le fond. Franchement, c'est pas crédible là-dessus. Non, mais attendez, elle n'a pas annoncé une date de mise en application de quoi que ce soit. Elle a présenté effectivement ce qui était en projet et il doit y avoir une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, évidemment. Là où je suis un peu surpris quand même à l'entendre, c'est que on donne l'impression, à écouter ça, que c'est un parquet national seul, hors sol, qui ne sera pas connecté avec les juridictions interrégionales spécialisées existantes au niveau local. C'est pas vrai, c'est pas ça qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est bien des synergies avec l'existant. Ce qui est prévu, c'est améliorer la formation des magistrats. C'est absolument pas remettre en cause leurs compétences actuelles et ce qui se fait actuellement au niveau local. C'est améliorer, c'est renforcer et c'est créer effectivement un parquet national. Et j'aime bien l'analogie avec le parquet national financier, qui est un bon exemple là-dessus. Le parquet national financier ne fonctionne pas seul.
Sauf que ça n'est pas tout à fait pareil. Quand on compare avec le parquet national financier, il y a assez peu, par exemple, de détention provisoire, alors que le nombre d'incarcérations, on est d'accord, Paul Blanc, il y en a beaucoup moins. Alors que le nombre d'incarcérations sur ces questions-là, regardez, on est à 500 personnes détenues aujourd'hui pour affaire de terrorisme. Ça n'a rien à voir. L'objectif, c'est l'efficacité. C'est pas de déranger les magistrats. Je peux comprendre que ça bouscule un petit peu l'ordre établi tel qu'il est actuellement. Mais ce que l'on veut quand même, la priorité, excusez-moi, quand on est pouvoir public, c'est une meilleure efficacité, encore une fois, dans l'exécution des peines. C'est ce que veulent les syndicats aussi. Oui, mais alors, travaillons ensemble. Olivia Caton. Oui, je pense qu'il faut en effet peut-être les prévenir avant d'annoncer des choses. Mais c'est pas les tout cas, non, mais leur demander en tout cas leur avis. C'est pas leur dire coucou, non. Leur demander leur avis parce qu'ils n'avaient pas l'air au courant. C'est ça qui est un petit peu... On a eu l'avis quand même d'une représentante d'un syndicat. Le syndicat de la magistrature, c'est pire, je vous rassure. Mais voilà, bon. C'est plutôt des gens sympathiques à votre égard. En effet, sur la forme, il faudrait faire un petit effort. Mais moi, je trouve qu'il faut qu'ils soient formés. Et quand elle dit que ça marche, c'est pas vrai parce que les victimes sont indemnisées vraiment très longtemps après quand elles ont été victimes d'un attentat. Donc, c'est pas vrai que ça fonctionne si bien que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, l'indemnisation des victimes. Oui, mais ça ne relèvera pas du parquet antiterroriste. Ça permettra quand même de juger plus vite. Oui, il y a l'enquête, mais... va être abreuvé de plaintes de toutes les parties civiles. Et du coup, ça ralentit le traitement du dossier. Donc, et du coup, les indemnisations sont données beaucoup plus tard. Lancée est intéressante parce que vraiment, il s'agit de concentrer, d'abord de donner plus de moyens à la justice, puisque ces magistrats seront ôtés du parquet de Paris quand même. Donc ça va le décharger, et donc il pourra mieux faire son travail sur les autres crimes et délits. Et puis je ne pense pas que Emmanuel Macron ait parlé de procureur autonome comme c'est le cas par exemple en Espagne où là ça pose peut-être d'autres problèmes au niveau politique. On comprend bien que l'activité d'enquête antiterroriste est une activité assez sinusoïdale avec des périodes de pointe et des affaires. À partir du moment où on va en quelque sorte enquister un parquet, et c'est ça l'argumentation intéressante de la représentante du syndicat, c'est qu'elle dit on n'a pas besoin tout le temps des mêmes personnels dans le parquet, et là on va enquister en quelque sorte un parquet antiterroriste, et on va manquer de souplesse dans la gestion des affaires. C'est recevable quand même. D'accord, mais la menace terroriste et les affaires judiciaires en matière terroriste n'est pas prête de diminuer. Non, mais Donc la priorité, c'est quand même de renforcer, d'améliorer, d'être plus efficace. On est quand même parti pour quelques années, ne serait-ce que pour la longueur des affaires à juger, qui méritent, je crois, de repenser un petit peu le Oui, mais il n'y a pas de personnel supplémentaire qui sont prévus. Donc on prélève dans cette affaire. Il y aura des référents régionaux, etc. Le budget du ministère est dérisoire par rapport à celui des autres pays européens comparables sur la partie des magistrats et sur la partie budget des prisons. Mais sur les crédits et les effectifs pour l'antiterrorisme, le parquet de Paris ne se plaint pas des moyens qui lui sont alloués. Au contraire, il se sent un peu privilégié, entre guillemets, par rapport aux autres magistrats là-dessus. Et d'ailleurs, le procureur François Molins, il a été longtemps opposé à cette idée d'un parquet national antiterroriste. Et puis, étrangement, visiblement, ces derniers temps, il a un peu changé d'avis. Écoutez. On vit dans un cadre juridique qui a aujourd'hui 31 ans, puisqu'il remonte à une loi de 1986. Il nous a permis de faire face à des événements très lourds, à la gestion des attentats. Mais il faut reconnaître que depuis 2 ans, la situation a beaucoup changé. Le contentieux est devenu un contentieux de masse très important. La menace a aussi beaucoup évolué et tout le monde s'accorde à dire qu'elle va perdurer pendant quelques années. Donc c'est un élément effectivement qui va nécessiter de mobiliser et de fédérer encore plus les énergies. Alors, donc tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais il faut surtout expliquer pourquoi il y a un petit peu de sourire dans ce revirement, Charles Becbédé. C'est-à-dire qu'en effet, François Molins serait pressenti pour prendre la tête de ce parquet. Il doit quitter son poste. Un grand journal, un grand quotidien. C'est lui qui prendra la tête du parquet. Donc il peut aussi avoir un avis sans être intéressé personnellement à telle ou telle fonction. Son avis, c'était pas le même avant que son nom circule. Ah, mais on peut changer d'avis, cher monsieur. Comment on peut changer d'avis, cher monsieur, je vous le rappelle. Et quand même, je ne veux pas dire, mais François Molins répète un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est parti pour plusieurs années et
il y a un risque d'engorgement. Vous dites que ça enquiste, mais aussi il y a un risque actuellement d'engorger le système tel qu'il est. Il y a des délais. En tout cas, on a 2 fois plus de dossiers antiterroristes. Il n'y a pas que cette question qui illustrerait un virage sécuritaire plutôt droitier pour caricaturer du président. Il y a aussi la question... Je ne suis pas d'accord avec vous, Julien, quand vous dites si on est sécuritaire, c'est qu'on est à droite. Il y a des hommes de gauche qui estiment que la principale chose, la principale mesure de gauche, c'est d'assurer la sécurité des Français. C'est la première des libertés. C'est une façon, je vous l'accorde, un peu caricaturale, vraisemblablement, très caricaturale, de présenter les choses. Sauf qu'on se rend compte que, par exemple, sur les annonces concernant l'immigration, il est presque plus soutenu à droite qu'à gauche. Le président de la République, avec cette circulaire de Gérard Collomb, revoyez peut-être le dessin que nous montrait tout à l'heure Natacha Polony dans la revue de presse, le dessin de CAC en une de l'Opinion. Christophe Colomb d'un côté. Christophe Colomb à gauche et Gérard Collomb à droite. Christophe Colomb qui va en Amérique. Et puis de l'autre côté, les migrants dont on ne veut pas. Ça résume bien ce durcissement, ce dessin, avec notamment la question du contrôle dans les centres d'hébergement. C'est surtout ça d'ailleurs qui fait bondir les associations qui gèrent justement ces centres. Écoutez. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi le contrôle des personnes doit se faire dans des lieux d'accueil inconditionnel où on travaille sur un lien de confiance. Nous disons clairement que nous ne participerons pas à ces contrôles. Nous ne permettrons pas à ce que ces équipes mobiles pénètrent dans les chambres, sauf lorsque les personnes qui sont hébergées sont d'accord. Vous comprenez, Olivier Catton, que ça les choque ? Oui, je comprends que ça les choque, bien sûr. On a l'impression quand même qu'il y a une politique plus de droite. Voilà, mais bien sûr, parce que je suis une femme de gauche, donc c'est normal. Moi, j'ai l'impression toujours que c'est à droite. Au niveau économique, pas seulement sécuritaire, d'ailleurs, au niveau de la privatisation, au niveau fiscal, avec la suppression d'une partie de l'ISF, etc. C'est vrai qu'on a l'impression que ça va à droite. Après, c'est vrai qu'il va loin sur le recensement statistique au niveau des centres d'hébergement. Quand même, là-dessus, c'est vrai que c'est une politique de droite. Après, voilà, il a des raisons de le faire. Aujourd'hui, on est face à des tragédies quotidiennes pour ces migrants, donc il faut faire des choses, mais je trouve que quand même un peu plus d'humanité, moi bien sûr que ça me choque. Oui. Je ne vois pas en quoi ça ne serait pas humanitaire de demander l'identité des personnes qui seraient dans ces centres d'hébergement. Non, c'est recensé, c'est pas demander l'identité. Ce qu'il faut faire, c'est... La France est fière de son droit d'asile qui remonte à Saint-Louis. Et il faut un droit d'asile qui fonctionne avec des délais raccourcis pour accorder le droit d'asile. En cas de refus du droit d'asile, il faut exécuter les décisions et reconduire aux frontières. Sinon, ce n'est pas possible. D'abord, ça serait un appauvrissement des pays d'origine considérable. Mais comment vous voulez qu'ils s'en sortent si à chaque fois on prend les meilleurs, les plus dynamiques et qu'on leur dit venez chez nous, alors que parallèlement on a 3 millions sur le... Moi, je veux en revenir à ce que disent les associations et qui est quand même recevable. Ce qu'elles disent, c'est à partir du moment où ces contrôles vont pouvoir être faits de manière intensive dans les centres d'hébergement, les personnes ne vont plus aller dans les centres d'hébergement parce qu'elles vont s'y sentir menacées et elles vont rester dans la rue dans des conditions déplorables, dans des conditions d'insécurité pour elles et d'insécurité pour les autres. Cet argument, on peut quand même l'entendre. Il faut l'entendre. Oui, non, je dois dire, moi je comprends. Je comprends l'inquiétude de ces associations. Il ne faut pas rompre le lien de confiance qu'il peut y avoir entre ces personnes en grande difficulté, en souffrance, et ces associations-là. Donc il faut annuler les circulaires ? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Vous ne soutenez pas ce texte ? Nous verrons au fil du débat. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Le projet de loi n'est pas encore déposé. Je trouve qu'effectivement, à titre personnel, il peut y avoir une difficulté dans le recensement des centres pour justement ce risque de rupture, d'avoir un endroit quand même où on peut y aller sans risque et se dire. Mais non, mais je suis désolé, mais vous êtes laxiste. Il y a un moment, il faut ce qu'il faut. Je termine juste. Asile, ok. Et puis sinon, reconduire. Vous laissez continuer, Laurent Zamar. Il y a deux sujets. Vous avez raison de dire qu'il y a l'asile et il y a la politique migratoire, ce sont deux choses différentes, et l'immigration clandestine doit être combattue. Il faut exclure et expulser ces personnes. Je suis d'accord avec vous. En attendant, nous avons un stock. On peut parler en flux si on veut être techno, ou on parle en stock. Nous avons un stock. Moi, ces personnes-là, je ne veux pas qu'elles crèvent dans la rue. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Je ne veux pas qu'elles crèvent dans la rue. Si demain, elles ne peuvent pas aller dans les centres parce qu'elles ont peur de se faire recenser, elles vont crever dans la rue. D'accord ? Moi, je ne le souhaite pas. Ou vivre dans des conditions déplorables. Moi, je ne le souhaite pas. Donc,
Je veux bien qu'il y ait un travail en collaboration avec les associations pour être le plus efficace possible, peut-être effectivement pour expulser les clandestins. Ça oui, et ça, c'est ça la discussion. Je ne dis pas que je suis contre forcément ce qui va être proposé. Non, par mais le on sent ministre qu'il y a de un malaise quand même dans la majorité. Il y a des députés de votre groupe qui disent 100% d'accord avec Gérard Collomb, et puis d'autres comme vous qui disent bah non, pas d'accord. Non, je dis soyons vigilants. Soyons vigilants à ce qui sera précisément dans les textes et comment on pourra travailler avec les associations et pas en leur forçant la main pour recenser. C'est ça que je dis. C'est pas la même chose. Mais non, vigilance et collaboration avec ces associations-là, elles sont nécessaires. Oui. D'accord ? Ce sont des associations qui permettent justement à des gens de vivre dans la dignité. Et l'État français a besoin de ces associations justement pour prendre le relais. On sent quand même l'unité du groupe qui craquelle un peu sur ces sujets-là. Mais attendez, disons qu'il y a débat. Vous êtes obsédé par l'unité de notre groupe. Non, il y a du débat. C'est pour vous, pour que ça se passe au mieux. Nous, on voudrait bien tout en dehors de toute non, c'est pas vrai. Vous obsession. voulez toujours qu'il y ait des craquellements et des désaccords. Il y a des débats. Mais il y a des débats. Non, mais c'est bien, et au contraire. C'est bien. Moi, je trouve ça très sain. On a un mouvement de rassemblement, avec justement ce qui vous plaît tant, de la gauche et de la droite. Et oui, il y a des débats internes, effectivement, avec des personnes qui ont différentes sensibilités. Vous m'avez invité, moi, je vous réponds, soyons vigilants à ce sujet-là. Ne nous mettons pas à dos les associations qui accueillent les personnes les plus fragiles. Nous avons besoin de ces associations. C'est intéressant d'entendre votre réticence par rapport à l'action du ministre et du gouvernement que vous soutenez. Voilà. Charles Becbédé. Non, mais on est encore loin quand même d'une vraie politique de droite, parce que, donc, très bien pour l'asile, mais en fait, le problème des flux migratoires n'est absolument pas traité, ni au niveau national, ni au niveau européen. Et tant qu'on n'enverra pas un message clair, malheureusement, à toutes les populations des pays qui sont en difficulté, sauf, encore une fois, l'asile, quand il y a une guerre civile ou une guerre ouverte dans le pays considéré, de dire restez chez vous, on va vous aider à vous développer. Mais c'est pas possible de tous vous accueillir parce qu'il s'agit de 500 millions de personnes en Europe. Tant qu'on n'aura pas été clair là-dessus, on ne pourra pas s'en sortir. On nous fait toujours la même antienne sur le fait, oui, il faut du développement, il faut que ces personnes puissent rester chez elles. C'est sûr, mais le problème, il est maintenant. Non, mais je suis d'accord, on a le problème du stock. C'est horrible expression, pardon. Vous êtes conseiller de Paris. Vous êtes conseiller de Paris, les images qui sont derrière nous le montrent. C'est ça que vous avez aussi mais c'est parce qu'on a à assumer. Le problème, il est urgent. Je sais, mais il faut le traiter, ce problème, en effet. Mais c'est aussi parce qu'on a été permissif, qu'on a donné l'impression que c'était open bar et qu'il y a eu cette aussi décision unilatérale de Merkel dont on paye les conséquences aujourd'hui, qui font que arrêtons de croire aussi que les 1,5 million de personnes qui sont venues en 2015-2016 suite aux annonces de Merkel sont tous des PhD syriens. C'est des Afghans, des Soudanais, beaucoup d'Albanais. À l'époque de la droite, les frontières étaient aussi des passoires. Donc, je veux dire, et ce message, il était donné pourtant par M. Hortefeux, etc., avec toute son équipe. Mais on n'a pas été assez. Il faut être ferme. Regardez ce que font les Australiens. Depuis Schengen, il n'y a plus de C'est humanitaire parce que les Australiens, ils ont dit no way. Ils mettent tout le monde sur une île à côté, les Australiens. Et ils disent d'abord no way, c'est fini. L'État qui les prend. Ensuite, les migrants qui sont identifiés, qui sont illégaux, sont localisés sur une île. En effet, ça paraît un peu étrange, mais c'est bien pratique. Et ensuite, ils sont renvoyés dans leur pays d'origine ou dans des pays amis avec lesquels l'Australie a des accords. C'est du concret. Laurent Saint-Martin, on peut peut-être le laisser répondre. Hors polémique, je crois qu'il y a une vraie politique à assumer désormais dans un contexte migratoire qui est inédit et qui est extrêmement compliqué, d'autant plus en frontières ouvertes avec les Dublinés, etc. Je crois qu'il nous faut concentrer notre action, effectivement, sur un accueil de qualité, un accueil digne de personnes que nous avons mieux sélectionnées. Ça, c'est vrai, je l'assume. D'aucuns diraient qu'elle est de droite, peut-être. En tout cas, j'assume cette politique-là. Je dis juste... Non, de gauche, plutôt. Sur la qualité de l'accueil, etc. Non, c'est la qualité de l'accueil, c'est la sélection. La sélection. Alors, disons que ça en marche, voilà. Et en revanche, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est l'appui et l'aide aux pays d'origine. C'est ce que disait c'est crucial, c'est crucial. Ce qu'a dit le président de la République dans sa tournée en Afrique de l'Ouest, notamment sur la Libye, sur le cas libyen, c'est pas des paroles en l'air, c'est là-dessus qu'on va réussir effectivement à stopper les flux migratoires en évidemment apportant une aide prioritaire dans les pays de départ. Une question très concrète, Laurent Saint-Martin, de quelqu'un qui nous regarde et qui fait gling-gling, attention, les souvenirs et les déclarations des uns et des autres. Et là, on est où la promesse du président ? Plus personne ne dormirait dans la rue fin décembre. Chirac avait fait la même et Sarkozy aussi. Ah oui, ça c'était une bêtise. Je me rappelle de celle de Sarkozy. Mais Chirac aussi. Il y a une annonce qui est très importante là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a une urgence à ce que ces personnes vivent de la dignité. Et justement,
Je suis désolé, mais ça me donne raison quand je dis soyons extrêmement vigilants avec ce que nous faisons avec les associations et les centres d'hébergement et les centres d'accueil. Hein, ne créons pas les conditions de ne pas savoir héberger les personnes qui sont dans la rue. C'est la priorité. Promesse non tenue pour l'instant, en tout cas, pour répondre à cet internaute. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai l'impression d'un débordement. Moi, j'ai l'impression d'un débordement. J'ai l'impression que les gouvernements sont dépassés, de toute façon. C'est très, très difficile. Voilà. Et par la précarité en France, et par les SDF qui sont dehors, par des mamans en foyer monoparentaux aussi qui sont dehors, qui sont victimes de violences. Il n'y a pas de centre d'hébergement, par aussi des vagues migratoires. Et en effet, assurer un bon accueil avec le cœur. Bien sûr, je sais que qu'Emmanuel Macron va faire le nécessaire pour, mais il n'y a pas de structure pour l'instant d'hébergement. Donc, je trouve que ça soit. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est de toute façon. Donc, on est dépassé. J'ai une certitude, c'est que le président de la République, dans ses discours de campagne, dans ses discours humanistes de campagne, il était vraiment dans ce qu'il pensait réellement lui. Donc je sais que quand il dit « je veux plus personne dans la rue à la fin décembre », c'est ce qu'il souhaite au plus bien sûr. Oui, mais Non, mais ce que je veux dire par là, il le souhaite au plus profond. Je ne pense pas que c'est le désert de l'âme, Monsieur Macron. En revanche, il y a le penser et tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Effectivement, c'est long, c'est très difficile, il y a énormément de variables à prendre en compte, mais il faut que cette politique-là soit établie le plus rapidement. Et quels que soient les gouvernements, il y a effectivement les beaux principes, les belles pensées, et puis il y a la réelle politique. C'est ce qu'a rappelé Manuel Valls, ce matin, écoutez. Alors, c'est une question de sentiment. C'est une question d'efficacité, de principe, le droit d'asile, la générosité, mais aussi d'efficacité. Vous savez, quand on gouverne, j'en sais quelque chose, on est confronté à ce principe de réalité. Il ne faut pas perdre les principes et les valeurs, mais il faut être efficace. Il ne faut pas être injuste aussi. C'est un aveu intéressant, Charles Becbédé. Il ne faut pas être injuste parce que quand j'entends qu'on va peut-être utiliser 20 000 logements sociaux pour régler le problème des migrants, alors qu'il y a des millions de Français qui attendent un logement social depuis des années et des années, il faut faire attention aussi. Je pense qu'un pays comme la France peut quand même prendre sa part, sa petite part d'accueil d'un certain nombre de personnes. C'est notre fierté, c'est l'asile. On n'a peut-être pas fait tout ce qu'on pourrait faire. On a quand même une situation de pays en guerre et de réfugiés qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Enfin, il y a un moment où il faut aussi assumer la situation internationale. On a des flux migratoires qui sont extrêmement importants. La France ne peut pas juste dire gardons notre politique d'asile la plus petite possible et le reste. Encore une fois, vous savez, tout le monde ne vient pas de Syrie. Et les Syriens, les réfugiés syriens, ils sont d'abord. Les réfugiés syriens sont d'abord en Jordanie, au Liban, en Turquie. Ils sont d'ailleurs pas du tout en Arabie Saoudite, qui est juste à côté, mais c'est pas grave. D'abord au Liban. Oui, bien sûr, au Liban, qui paye vraiment un très lourd tribut. Quelques-uns, bien sûr, sont venus en Europe. Très bien, mais le problème, c'est pas eux. Le problème, ce sont d'autres populations de pays qui vont pas bien, c'est sûr, mais on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde. Et pour conclure sur ce sujet, par rapport à ce que vous disiez, Olivier Catan, sur la perception de la droititude ou de la gauchitude d'Emmanuel Macron, regardez ce sondage il y a un an, quand on demandait aux Français est-ce qu'Emmanuel Macron il est plutôt de droite ou de gauche, en mars 2016, il disait à 35% qu'il était de droite, c'est monté à 52% en novembre. Donc voilà, après les réformes économiques, les réformes sécuritaires maintenant qui risquent fort de confirmer ce sentiment. Un autre sujet est dans l'actualité et fait débat qui a été relancé d'ailleurs sur LCI ce matin, c'est le débat autour des crèches dans les lieux publics, autre débat particulièrement. Et revoilà les crèches. Je ne m'en lasse pas. Non, moi non plus, figurez-vous. Moi aussi, je m'en lasse. Et Robert Ménard, lui, il s'en lasse pas. Il a été condamné à enlever la crèche de sa mairie et donc il l'a déplacée dans un bâtiment juste à côté. Écoutez la réaction de Robert Ménard, c'était tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez, on ne fait pas de la résistance. D'abord, on s'étonne de la décision de la justice. Aujourd'hui, je vous signale qu'il y a des milliers de Biterrois qui sont déjà venus et qui vont continuer à venir voir cette crèche. Donc, on va appliquer à la lettre, la décision de justice, c'est-à-dire qui nous dit de faire partir de déplacer cette crèche, d'enlever cette crèche du hall de l'hôtel de ville où nous sommes, et on va la déplacer juste à côté, comme ça les Biterrois n'auront que 20 mètres à faire pour continuer à voir leur crèche, évidemment. Vraiment, les combats de Robert Ménard me paraissent tellement décalés. On connaît les problèmes de Béziers, d'animation. C'est une ville, par exemple, où il y a une désertification du centre-ville extrêmement importante. Et se battre pour des choses comme ça, avec de la provocation, après la campagne absolument
affreuse où on voyait Olivia Catan, une femme sur les rails du train, et on voyait une vieille locomotive lui foncer dessus pour la tuer, et le slogan c'était avec le TGV elle aurait moins souffert. Enfin, faut qu'il arrête, quoi. On fait pas de la politique de cette façon-là. Sur cette question précise de la crèche, Charles Béguet. Le problème, c'est qu'à un moment, la France, c'est pas qu'un espace commercial où il y a des individus qui veulent avoir des relations marchandes les uns avec les autres. Et donc c'est un pays qui a 20 siècles d'histoire. Et donc, il y a une culture. Et il y a des villes où il y a une culture très forte, une identité des traditions, des us et coutumes, et où... Oui, mais c'est pas le cas de Béziers. Prenez Naples, par exemple. Naples, Oui, c'est une ville incroyable où il y a des centaines de boutiques où on fabrique des santons. D'ailleurs, les Napolitains eux-mêmes... Oui, mais on parle de Béziers, là. Oui, Pas de santons. Moi, je sais pas Béziers, mais dans tout le sud de la France, on sait bien, et même ailleurs, il y a une tradition culturelle forte autour des crèches, des santons. Donc vous dites qu'il a raison. Je dis, arrêtons de vouloir rouvrir toujours la guerre. Mais c'est lui qui rouvre la guerre. Mais non, c'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui... Alors, c'est le préfet ici, c'est le préfet de oui, mais parce que région le Conseil d'État a pris d'autres décisions précédentes sur la crèche au Puy-en-Velay, je crois, ou à Lyon, enfin, je ne sais plus, parce que Wauquiez a voulu mettre. C'est toujours la même chose. Puis c'est pareil avec la croix de Ploërmel en Bretagne. Donc... arrêtons de vouloir ouvrir la guerre des religions, la guerre contre les religions. Non, mais qui l'ouvre, monsieur Non, mais vous savez très bien qu'il y a eu 1905. Oui, justement. Et ensuite, ça s'est apaisé progressivement, après la Première Guerre mondiale notamment. Et puis là, tout d'un coup, depuis quelques années, il y a une association dans les libres pensées qui attaque systématiquement, dès qu'il y a une manifestation de christianisme dans la rue, alors qu'ils disent rien pour les prières de rue des musulmans radicaux. Mais si, on dit des choses. Mais non, mais pas ces associations de la libre pensée. Donc je suis désolé, le Conseil d'État, il prend des décisions grotesques, mais qui sont logiques, puisque c'est vrai que la loi 1905, dans son article 28, elle dit très clairement pas de signes religieux dans l'espace public. Mais je trouve que c'est idiot. Il faut changer la Constitution et mettre les racines culturelles dans la Constitution. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis très attaché à la loi de 1905, mais la vraie. Effectivement, celle qui invalide justement ce que fait Robert Ménard. Et qu'on ne nous dise pas que Robert Ménard est innocent, il ne fait rien. Il provoque, évidemment. C'est lui qui rouvre des guerres de religion quand il fait ça, évidemment. Ne me dites pas que c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État ne fait qu'invalider des situations politiques que Robert Ménard crée. Moi, ce qui m'inquiète, Robert Ménard ne m'intéresse pas. C'est un provocateur d'extrême droite. C'est un maire qui défend sa ville avec courage. Il ne m'intéresse pas, il fait des campagnes abjectes, c'est son fonds de commerce et il n'aura pas beaucoup de temps de ma parole. Une plaisanterie. Ce qui m'inquiète plus, c'est que Laurent Wauquiez traîne petit à petit également sur cette pente-là, avec également un cas de crèche, vous l'avez cité. Une exposition de santons. Ouais, bah oui. C'est pour moi plus inquiétant qu'un chef de parti républicain pour le coup. Pour ne pas être condamné sur la crèche, il a dit que c'était une exposition oui. de santons parce que là, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Mais ça m'inquiète plus. Écoutez, moi je suis très attachée aussi à la loi de 1905, je suis extrêmement laïque. Maintenant, moi je trouve que c'est un faux débat. Il y a un moment donné, alors après, je ne parle pas de M. Ménard, en effet, qui est dans la provocation, mais moi j'adore les crèches. Quand je vais en Italie, je suis à moitié italienne, quand je vais en Italie, il y a des vierges partout. On parle d'une mairie. Etc. Bon, je trouve, oui, bien sûr, on parle d'une mairie. C'est le seul mais sujet. il y a en fait aussi une tradition française de la petite crèche. On est de confession juive, on adore faire une petite crèche sous le sapin. Vous voyez, je veux dire, bon... Et alors, il y a un problème quand même avec la religion. Il y a des pays où on allume les bougies de Hanouka dans la rue, où on fait des petites crèches. On le fait nous-mêmes. Alors, il ne faut pas devenir non plus intégriste laïque, parce que parfois, on tombe un peu là-dedans. Non, de temps en temps. La mairie, je parle pas de vous. On ne parle que de la mairie, là. Mais la mairie, ça appartient aux habitants de la ville, de la commune. Je ne parle pas de vous, avez une mais c'est vision vrai bien que parfois, on a l'impression qu'il y a un intégrisme. des mairies, vous disiez, c'est la maison de la République. Non, ça, c'est la préfecture. Confondez. Non, mais ne me dites pas que la mairie n'est pas aussi une maison de la République française. Mais c'est chouette pour les enfants aussi. Pourquoi interdire des manifestations culturelles? Sur le fronton, il y a écrit quoi? Dans le hall d'une mairie. Mais c'est mignon pour les enfants. Ils adorent ça, les enfants. Ne soyez pas provoque comme Robert Ménard, vous valez mieux que ça, vraiment. Moi, je vous dis, de toute façon, le problème, c'est la Constitution. C'est que dans nos textes fondateurs, il n'y a plus rien qui nous rattache à notre histoire, à notre culture. Et ça pose des problèmes, on le voit. Moi, je trouve qu'il y a une crispation, surtout. Article 1, il faut rajouter
Non, allez, racines culturelles. Défendre notre patrimoine et notre histoire. Mais les racines, elles sont plurielles, heureusement. Elles sont plurielles, elles sont gréco-latines, chrétiennes, scandinaves. Judéo-chrétiennes. Non, mais je le lis. Les racines de... Mais on a besoin de ça, Roselyne, parce que là, on est perdu sinon. Allez, on va passer maintenant à l'ordonnance de Bachelot. Retour sur les bons chiffres de popularité. Ça va vous faire plaisir, Laurent Saint-Martin, de votre président, l'ordonnance. Eh bien, Julien, on va continuer notre débat, parce que mon ordonnance, elle s'adresse aux partis politiques, et en particulier peut-être aux partis politiques de droite, même si ça n'existe plus. Dernier sondage au Doxa Midi Libre, plus 9 points pour Emmanuel Macron, plus 11 points pour Édouard Philippe, un véritable remontada tout à fait étonnante. Et Laurent Wauquiez reste lui en rade, et c'est un phénomène tout à fait inédit que ces chiffres. Alors finalement, on peut se demander si le discours global, oui, il est en rade à 19%, on nous rappelle le chiffre. On peut se demander si le discours global des politiques et de certains médias est bien celui que les Français veulent entendre. Parce que finalement, la vérité, c'est que plus personne, à part Emmanuel Macron, ne parle à la France majoritaire. Bien sûr, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de misère, de difficultés dans notre pays. On l'a évoqué, des personnes exclues, des personnes handicapées, Olivia Catan, vous le rappeliez. Mais pour les 70% des Français qui vivent dans des conditions tout à fait acceptables et même sans doute les plus confortables de la planète, des logements bien équipés, chauffés, un boulot, une voiture, 2 voitures, qui partent en vacances, dont les enfants font des études, qui sont dans des magasins bondés pour acheter des cadeaux de Noël, ces Français-là, ils ont l'impression qu'on ne leur parle plus, qu'on ne leur donne plus une image optimiste de la France. Et finalement, à regarder ces chiffres, je me suis dit, on dit que Macron est le président des riches. Je ne pense pas que c'est ça le problème. Non, il est le président des Français qui vont bien, et que ces Français qui vont bien, c'est la majorité des Français. Ils ont l'impression que les autres partis ne leur parlent plus. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Olivia Catan ? Je trouve que sur les classes moyennes qui vont à peu près bien, je trouve que Emmanuel Macron ne leur parle pas assez. Une classe moyenne dont je fais partie. Je trouve que les personnes de classe moyenne qui ont des enfants, etc., je trouve qu'il ne fait pas grand-chose pour eux. Et je trouve que la croissance viendrait peut-être aussi des classes moyennes. Et je trouve qu'il les néglige un petit peu, oui. Charles Becbédé. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les impôts vont augmenter pour ces classes moyennes. Je pense qu'ils bénéficient d'une sorte d'état de grâce qui se prolonge. Moi, et après une baisse au moment du vote, de la publication des ordonnances Macron sur le droit du travail. Mais attention, parce qu'on est dans une situation extrêmement périlleuse au niveau sécuritaire. On a toujours les territoires perdus où la police ne peut pas, et les pompiers ne peuvent pas rentrer. Et ces problèmes sont toujours là, avec un communautarisme qui s'intensifie. La France périphérique. N'a pas de problème. C'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que la France périphérique, c'est pas, contrairement à ce que disait Christophe Guilly, 60% de la population, c'est plutôt 40%. Et en effet, parce qu'il faut enlever les zones côtières, par exemple. Donc ce n'est pas les métropoles et les banlieues, ce n'est pas les zones côtières, c'est la France rurale et les petites bourgades. Elles vont mal et elles sont minoritaires, en effet, peut-être en population. Mais attention, parce que c'est la France profonde et lorsqu'elle entre en colère, ça peut très mal finir. Non mais ça fait 6 mois que notre majorité est en place. Si une majorité de Français, je crois, salue l'action d'Emmanuel Macron, c'est aussi parce que, alors là c'est le vice-président de la Commission des Finances qui parle, mais nous avons fait un budget qui redonne du pouvoir d'achat à plus de 6 Français sur 10. Plus de 60% des Français vont gagner en pouvoir d'achat. Et contrairement à ce qu'on dit, prioritairement et en nombre beaucoup plus les familles les plus précaires, avec une rehausse des minima sociaux. Vous parlez de la hausse de la CSG, c'est juste oublier qu'en face, vous avez une annulation des cotisations. Des cotisations. Non, par définition, puisqu'ils ne sont pas actifs. Oui, c'est que les salariés. Oui, mais il ne vous aura pas échappé que 40% des retraités... Les petites retraites, c'est pas précaire. Vous a pas échappé que... La baisse des cotisations ne se fait pas au même rythme que la hausse de la CSG, vous en êtes d'accord. Alors, tout salarié... Il y a un petit décalage. Non, ça encore, c'est une contre-vérité. Les salariés du privé vont avoir du pouvoir d'achat augmenté sur leur feuille de paie dès le 31 janvier 3 fois sur le quinquennat. Mais dès le 31 janvier 2018, il y a du gain. Donc c'est quand même plus que la CSG dès le mois de janvier. Il y aura une autre étape effectivement à octobre où il y aura un deuxième gain de pouvoir d'achat pour ces personnes-là. Et vous avez raison, non mais parlons des retraités qui vont payer la hausse de la CSG et qui ne vont pas par définition avoir la suppression des cotisations. C'est voulu, c'est assumé. D'accord ? On n'a jamais eu une classe retraitée aisée aussi aisée, on n'a jamais eu une classe active précaire aussi précaire. L'écart type s'est aggravé.
Qu'est-ce que c'est que de la politique sinon de la justice fiscale et de la justice sociale? Nous rééquilibrons finalement ce que nous devons faire quand certaines catégories sociales de la population s'écartent et justement créent plus d'inégalités. Moi, je crois que les Français saluent, à travers ce sondage, justement ce souci de justice, contrairement à ce que l'on pense, et ce souci de parler à tous les Français. Là où je vous rejoins, c'est les classes moyennes, effectivement, peut-être ne sont pas encore totalement adressées, c'est vrai. Celles qui vont encore payer la taxe d'habitation, celles qui vont gagner un petit peu de pouvoir d'achat, mais peut-être pas tous, les fonctionnaires, notamment pour le moment. C'est vrai, nous sommes obligés de faire les choses par étapes. Les petits patrons. Alors, les petits patrons, justement, mais alors les ordonnances, on a fait. C'est vrai que nous faisons les choses par étapes. Il y a d'autres réformes qui vont arriver. Je vous rassure que normalement, on devrait encore avoir de plus en plus de satisfaits par rapport à notre politique. Il paraît que ça phosphore beaucoup à l'Élysée. Emmanuel Macron, c'est le Père Noël, quoi, finalement. Ah. Il l'a dit l'autre jour à la télé. Sauf que lui, il existe, mais bon. Pardon. Il y a des enfants qui nous regardent, Laurent Samartin, peut-être. Non, c'est pas sûr. Non, ils sont à l'école, j'espère. Ouais. Il paraît que ça phosphore beaucoup, justement, à l'Élysée pour essayer de passer dans la suite, parce que beaucoup de choses ont été faites dans les 6 premiers mois, donc il faut relancer. Et du coup, on se penche notamment sur ces questions identitaires et sécuritaires dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les trois pour être venus ce matin. Et nous, on se retrouve demain, Julien. Ah bah évidemment, de 10h à midi, Canal 26. À demain. Salut Rosé. Salut Julien. Ils font l'actualité ou ils pensent l'actualité. Ils sont ministres, dirigeants politiques ou syndicaux, intellectuels, français ou étrangers. Et ils sont tous les soirs à 19h30 sur LCI. Retrouvez-nous avec Fabien Amias pour la grande interview sans détour et en images LCI 19h30. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Ce programme vous est présenté par Century 21, réseau d'agences immobilières.